Bien, bonsoir. Merci de votre attention pour un sujet qui est un petit peu technique et pour lequel je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc voilà, un groupe de personnes appartenant à différentes institutions a souhaité comprendre ce qui s'était passé dans le domaine du développement de médicaments et de vaccins entre 2000 et 2011. Alors, finalement, vous avez bien compris cet après-midi, à la suite des différentes présentations, qu'il y avait un état de marasme à la fin des années 1990. Le précédent intervenant a cité une étude de Patrice Trouillet qui montrait qu'entre 1975 et 1999, seul 1% des nouveaux médicaments et vaccins avaient été consacrés à un groupe de maladies transmissibles qu'on a, à partir de cette époque-là, qualifié de négligées. Et ces maladies transmissibles, effectivement, sont essentiellement fréquentes, ou là où elles sont plus fréquentes, c'est dans des pays à moyen et bas revenus, et très souvent situés dans la zone intertropicale. Donc, de cette très mauvaise situation du milieu de la fin des années 90 a provoqué un ensemble de réactions, dont vous avez entendu parler cet après-midi, la création du Global Fund, toute une mobilisation nouvelle des États, des associations privées à but lucratif ou non, des secteurs de la recherche en général. Donc il s'agissait, 12 ans plus tard, de voir si, du point de vue de la recherche, c'est-à-dire la disponibilité de nouveaux médicaments et nouveaux vaccins, l'effort international avait été productif ou pas. Alors, on était un peu... c'est une étude qui est en cours de soumission à une revue, auprès d'une revue pour être publiée. Alors, juste une remarque, on a un petit peu les auteurs, dont je suis le porte-parole, jugés partis dans le fond, parce qu'il y a parmi les auteurs une organisation, une institution que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le Drug for Neglected Diseases Initiative. C'est une institution, une fondation de droit suisse qui a été créée en 2003 à l'initiative d'un ensemble de partenaires, dont la recherche médicale publique kenyane, KEMRI, la recherche médicale pharmaceutique publique brésilienne qui a été mentionnée cet après-midi, la célèbre fondation Osvaldo Cruz, la recherche publique indienne est aussi associée, le ministère de la Santé de Malaisie, l'Institut Pasteur, nos amis de l'OMS à travers Tropical Diseases Research sont également associés, donc un ensemble d'institutions avec Médecins sans frontières pour mener nous-mêmes des projets de développement de médicaments. Et d'ailleurs, entre 2003 et 2013, nous avons sorti 6 nouveaux traitements. Et alors, c'était des bricolages avec des molécules qui étaient déjà employées, mais néanmoins des choses très utiles pour une somme relativement modeste, puisque par traitement, ça a été évalué par un cabinet d'audit à 20 millions d'euros le traitement. Donc on peut faire en santé publique et en thérapeutique des choses utiles pour des sommes raisonnables, ça c'est sûr. Bon, donc voilà, on a voulu savoir ce qui se passait dans les années 2000, après qu'il y ait eu donc ce sursaut international. Alors, quelle méthode on a adoptée ? On a considéré comme négligées les maladies, une liste de 49 maladies qui a été recensée avec différentes définitions par les institutions de référence, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou le grand journal médical PLOS, Public Library of Science, ou des rapports qui ont fait autorité. On les a classés en 5 catégories, la tuberculose, la malaria, les maladies diarrhéiques, les maladies tropicales négligées selon la liste de l'OMS,
et d'autres maladies transmissibles négligées qui n'apparaissent pas sur la liste de l'OMS, mais qui sont pourtant très orphelines. Donc voilà alors la liste de l'OMS pour les maladies tropicales négligées, hein, c'est une liste assez classique de parasitologie. Et puis, vous avez un ensemble d'autres infections, maladies transmissibles qui sont moins connues et qui font également très très peu l'objet de recherche, et certaines sont complètement dans l'impasse du point de vue prévention et traitement. Donc, alors qu'est-ce qu'on a cherché ? On a recherché les produits enregistrés auprès des autorités de tutelle, hein, européennes, américaines, mais aussi les autorités qui enregistrent des nouvelles indications thérapeutiques, des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins, et qui appartiennent au schéma de coopération internationale sur la pharmacie. On a également évidemment regardé sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS et aussi sur la liste des médicaments préqualifiés par l'OMS. Donc à peu près toutes les sources. Alors, on a classé ce qu'on trouvait soit des véritables nouvelles molécules, si je puis dire, des nouvelles entités chimiques, comme on dit dans le jargon, soit des entités chimiques qui étaient déjà en circulation, mais qui étaient remises en service dans de nouvelles indications thérapeutiques, soit de nouvelles formulations, ce qui donnait aussi de nouvelles indications, soit dans des nouvelles combinaisons à dose fixe. Et la dernière catégorie est en fait des vaccins et des produits biologiques. Alors, pour essayer d'avoir une idée de l'utilité de ces nouveautés, parce qu'il sort beaucoup de médicaments, on a vu qu'ils ne sont pas toujours tous très utiles, on a utilisé comme critère, comme proxy finalement, l'inclusion ou non sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. On l'a vu, notre collègue indien l'a fait remarquer, il y a des limites à ce critère, et j'y reviendrai lors de la conclusion. Alors, on a essayé de jeter un coup d'œil quantitatif, c'est-à-dire on s'est dit, si en matière de mortalité, et pour ça on utilise l'indicateur des DALYs, hein, c'est-à-dire des journées de vie en bonne santé perdues, hein, c'est un indicateur qui combine à la fois la mortalité, mais aussi le handicap créé, la mauvaise santé créée par les maladies, et qui est l'indicateur de référence. Les maladies qu'on regardait, elles pesaient, dans la période considérée, 2000-2011, 10,5% de la charge morbide mondiale annuelle. Donc on a cherché à comprendre, est-ce qu'elles avaient, en termes de nouveaux produits enregistrés, 10% ou pas des nouveaux produits ou moins. C'est une approche quantitative avec ses limites, mais c'est néanmoins intéressant. Alors pour tous les nouveaux produits enregistrés, on a également regarder qui les enregistrait, donc en gros, autant qu'on pouvait, c'est pas toujours possible, qui les avait développés. Alors, on ne s'est pas arrêté à ce qui avait été enregistré entre 2000 et 2011, parce que pour certains efforts de recherche, une douzaine d'années, c'est une période un peu courte hein, pour évaluer si le travail est dynamique et suffisant ou pas. Pour la mise au point de vaccins, notamment, ça dépasse souvent de loin une douzaine d'années pour y arriver. Donc on a aussi regardé à la fin de l'année 2011 les essais cliniques qui étaient en cours, c'est-à-dire le travail de recherche et de développement de vaccins et de médicaments en cours, tel qu'il était enregistré dans les deux principales bases de données, qui sont celles des National Institutes of Health aux États-Unis, hein, une base publique américaine, et puis celle de l'OMS, bien sûr. Alors là, c'est pareil, on a refait les mêmes classements pour de types de produits en développement que ceux qu'on a vus tout à l'heure, en isolant en particulier ceux qui correspondaient à de nouvelles entités chimiques. Et puis, on ne s'est pas cantonné là non plus à une analyse purement quantitative. On a regardé finalement, du point de vue des maladies et des malades eux-mêmes, et classé en trois catégories, c'est-à-dire des maladies pour lesquelles il n'y avait pas besoin de recherche. Finalement, on était assez pourvu, où il y avait un outil de prévention en place et relativement efficace, et puis au moins 2 lignes de traitement, c'est-à-dire une première, et si ça ne marche pas,
un plan B du point de vue thérapeutique, une seconde ligne de traitement. Là, on considérait qu'en gros, les besoins étaient couverts. Et puis, les maladies qui n'étaient pas comme ça, une deuxième catégorie où les besoins sont couverts qu'en partie, et puis une catégorie de maladies, vous verrez des exemples tout à l'heure, lors des résultats, où il n'y a rien, et il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien en train d'être cherché. Alors, on a aussi essayé de voir qui, pour les travaux en cours qui n'ont pas encore abouti, qui aboutiront dans les années à venir, on a essayé de regarder qui les menait. Alors, des institutions publiques, des institutions privées à but non lucratif, des institutions privées à but lucratif, et puis la dernière catégorie, des travaux de recherche qui ont des sponsors multiples. Alors, les résultats. Pour la période considérée, 2000-2011, toute maladie réunie dans le monde est sortie 850 produits. Parmi ces 850 produits, il y en a eu 37 qui ont été destinés aux maladies dites négligées, dont 29 médicaments et 8 vaccins. Alors ça pèse 4,4% des 850 produits toutes maladies, alors que ces maladies, elles pèsent 10,5% du point de vue de la mortalité. Si ça avait été proportionnel, si l'effort avait été proportionnel, on aurait dû obtenir 89 produits au lieu de 37. Bon, mais il n'y a pas que la quantité qui compte, évidemment, il y a aussi la qualité. Alors si on regarde la qualité, on est aussi un petit peu inquiet parce que pour les nouvelles entités chimiques, les vraies nouvelles molécules, c'est encore moins. C'est pas 4,4% des nouvelles molécules, mais 1,2% des nouvelles molécules qui sont destinées à ce groupe de maladies. Et il faut savoir que ce groupe de maladies a besoin de nouvelles molécules. C'est pas comme la cardiologie, l'infectiologie. Les molécules s'usent beaucoup plus vite sous la pression de l'émergence de résistance. L'ennemi, si je puis dire, la bactérie, le virus, le parasite, est un ennemi intelligent et évolutif. Il développe des résistances. Donc ce sont des disciplines où on est obligé d'introduire régulièrement de nouveaux outils thérapeutiques, faute de quoi on est vite dans une impasse. Alors en partie, quand on voit qu'entre 2000 et 2011, il a été développé aucune nouvelle molécule pour la tuberculose, une grande maladie quand même, alors c'est arrivé en 2012-2013, il y a une nouvelle molécule enregistrée pour la tuberculose en 2013 par Johnson & Johnson, la bédaquiline, certes, mais enfin il n'y en avait pas eu depuis la fin des années 50, et on est dans toute une série d'impasses thérapeutiques pour la tuberculose. Donc voilà. Alors pour les vaccins, ils sont à part l'encéphalite japonaise qui n'est pas une grande préoccupation des pays à bas et moyens revenus, je dirais, les vaccins développés l'ont été pour le rotavirus et le choléra. Et il y a eu aussi un antivenin pour les morsures de serpent, ce qui pour un certain nombre de pays est très important. Alors on voit, tous les groupes de maladies ne sont pas traités suivant la proportion de leur charge morbide. Les favorisés, finalement, la recherche sur le cancer est très dynamique. La recherche sur les maladies psychiatriques, les désordres neuropsychiatriques est aussi très importante. Donc on voit des secteurs qui quantitativement sont très favorisés. On voit notre fameux groupe d'une cinquantaine de maladies transmissibles, surtout prévalentes dans les pays à bas et moyens revenus, qui lui est très à l'écart de l'ensemble parce qu'il est tout en bas et il ne fait pas encore l'effort. Il fait pas encore l'effort qui lui est consacré encore sans commune mesure avec le poids de ces maladies dans la santé publique. Je vais passer. Alors, par contre, sur les produits enregistrés, il y a un effort quantitatif limité, on l'a vu, mais qualitativement, la moisson est assez bonne, puisque 48% des 29 médicaments
29 médicaments sur 37 produits, 48%, donc 14, ont été intégrés sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Si on compare avec les autres maladies ne font rentrer leurs nouveaux médicaments qu'à hauteur de 4% sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS pendant la même période. Donc on voit, c'est une recherche, la recherche pour les maladies négligées, quand même particulièrement intéressante sur le point de vue du rendement de santé publique, du rendement social, si je puis dire. Alors, une grande majorité des produits ont été le fait de génériqueurs indiens, d'associations, et seulement 7 produits ont été enregistrés par ce qu'on peut appeler les grandes entreprises multinationales de la pharmacie, 7 sur 37 pendant cette période-là. Alors, ça, c'était à la fin de l'année 2011. Alors, on a voulu regarder, essayer d'apprécier ce qui se passerait après 2011, donc ce qui était en cours et qui n'était pas terminé. Et on est tombé sur quelque chose d'inédit. Hein. Il y a 123 projets pour développer des nouveaux produits. Hein. À la fin des années 90, c'était le marasme total. Hein. Il y avait très peu de projets en développement. Là, le fait qu'il y ait plus d'une centaine de projets en développement, c'est très significatif. Par contre, quand on regarde un peu dans le détail, les vaccins sont très nettement privilégiés. Ils font la moitié des études en cours. Et la moitié de ces vaccins sont à destination de la lutte contre le paludisme. Ce qui fait que pour le traitement des maladies, pour prévenir des maladies, il y a un certain engouement des instituts de recherche, mais pour traiter des malades déjà existants, il y a toujours un déséquilibre. Ce n'est pas nouveau, mais ça se confirme. Et puis on voit aussi que assez peu des nouveaux produits sont destinés, sont des nouvelles entités chimiques, quelques-unes quand même pour l'onchocercose, la maladie de Chagas et la maladie du sommeil, et également des nouvelles entités chimiques pour la maladie d'Ebola et la maladie de Marburg. Alors quand on regarde les essais cliniques, on voit hein, que il y a 16% de nos maladies qui n'ont besoin de rien, finalement. Donc là, on peut s'estimer satisfait. Bon, la moitié des maladies négligées qui auraient encore besoin d'un effort, soit en traitement préventif, soit en traitement curatif, et pour lesquelles l'effort n'est pas réalisé. Et puis, il y a un groupe, je dirais, des négligés parmi les négligés, hein, 16 maladies, quand même 33% du paquet total, pour lesquelles il n'y a aucune recherche. Hein. Si vous avez un mycétome, c'est quand même une maladie où, je simplifie, vous avez une infection au pied et la plupart du temps, on vous propose de vous couper la jambe. Hein. C'est quand même pas une petite maladie de détail pour les patients que ça concerne. Il n'y a quasiment pas d'effort de recherche réalisé. Alors, pour les essais cliniques en cours, qui réalisent l'effort? Alors, les organisations publiques à 55%, les organisations privées à but non lucratif pour 15%, l'industrie classique à but lucratif pour 22%. Et puis, alors par contre, quand on va dans le détail, c'est quand même la deuxième catégorie, les organisations comme le DNDi, finalement, la privée mais à but non lucratif, qui font l'essentiel de l'effort pour les maladies tropicales négligées, c'est-à-dire les maladies qui sont vraiment de la zone intertropicale, à la différence de la tuberculose qui, elle, est ubiquitaire, qui est présente dans tout le monde. Bon, je vais essayer de conclure assez rapidement. Alors bon, à notre travail, il y avait quand même quelques limites. Hein. On a pris la définition la plus large possible. On ne prend pas le sida dans une maladie négligée. Hein. Il y a eu beaucoup de recherches sur le sida, donc on ne l'a pas pris. On a exclu les méningites bactériennes et les pneumopathies, alors que dans les méningites bactériennes, il y a eu quand même, pour celle qui est spécifique aux pays à bas et moyens revenus, il y a eu un nouveau vaccin contre le méningoa qui est vraiment une source d'espoir incroyable et qui est en cours de mise en œuvre aujourd'hui avec des bons résultats préliminaires. Alors,
Bon, l'usage des dialyses pour estimer le poids morbide, c'est un indicateur qui désavantage un peu les maladies négligées. Alors, il y a un angle mort à notre travail, c'est qu'on n'a pas inclus la Chine pour des raisons linguistiques et manque de compétences de notre part dans cette investigation. Donc, c'est le monde sans la Chine. C'est une grosse faiblesse de l'étude, puisqu'on sait que quand même, dans le domaine du paludisme, par exemple, il y a une vingtaine d'années, le salut nous est venu de la Chine avec les dérivés de l'artémisinine, et que dans les hépatites, ce ne sont pas des maladies négligées, mais il y a un certain dynamisme dans la lutte et la recherche contre les maladies infectieuses en Chine. Par exemple, dans le domaine des hépatites, nos collègues chinois essayent de mettre au point des vaccins contre l'hépatite E. Donc il y a un angle mort à compléter dans l'avenir. On a utilisé donc la liste des médicaments essentiels de l'OMS comme proxy pour apprécier l'amélioration du service médical rendu, comme on dit en français, par un nouveau produit. Elle favorise les maladies transmissibles et défavorise, comme l'a dit notre collègue indien, les maladies chroniques non transmissibles. Bon, conclusion. Indéniablement, il y a un effort. On enregistre des progrès, mais on est quand même loin du compte. On ne rattrape pas plusieurs décennies après, je dirais schématiquement, la décolonisation en 10 ans. Donc, si cet effort n'est pas poursuivi, on va se retrouver de nouveau dans une zone vraiment dangereuse. Une zone vraiment dangereuse, c'était la situation de la fin des années 90, où vous n'avez plus les moyens de traiter vos patients. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre d'équipes qui, par exemple, pour une maladie qui fait notre quotidien tous les matins dans les salles de consultation, le paludisme, bon, on avait bien chacun une blouse blanche, un stéthoscope au bout du temps, on faisait un peu de cinéma, mais on n'avait pas les moyens de confirmer biologiquement la présence du paludisme dans le sang du malade. Et en plus, une fois sur deux, un peu plus dans certains endroits, c'était différencié suivant les zones géographiques, on donnait un médicament dont on savait qu'il était plus efficace contre le paludisme. Donc on faisait des diagnostics pas du tout précis et on traitait avec des médicaments qui étaient très, très peu efficaces. Alors bon, voilà, je conclue là-dessus. C'est quand même un enjeu de sécurité collective, ça a été rappelé aujourd'hui, de disposer d'armes efficaces contre les maladies infectieuses. Je dirais que vraiment, les maladies infectieuses sont à la source, évidemment, de la santé mondiale et de ses institutions. Les institutions de lutte contre les maladies infectieuses sur le plan régional ont préexisté à la création de l'OMS, notamment les associations sud-américaines sont antérieures à la création de l'OMS. Et on peut dire aussi que la lutte contre les maladies infectieuses, ça a toujours été au cœur des questions de sécurité qui ont été traitées par les États, ce qui est quand même un avantage, dans le fond, pour ces maladies, d'être attachées à des questions de sécurité publique importantes. Donc on espère que ça va continuer à s'améliorer. Merci de votre attention.